Donc, on commence par se présenter. Donc, moi, je suis Christophe Lefort. Donc, avec Laurent, on est les deux co-auteurs de la méthode. Moi, je suis professeur des écoles, donc dans le département du Doubs, en Franche-Comté. J'ai enseigné dans tous les niveaux depuis la grande section jusqu'au CM2, avec une dominante quand même sur le grande section CP pendant 10 ans. Voilà, mais sinon, j'ai fait tous les autres niveaux. Et puis, Laurent. Donc, pour moi, Laurent Jeune, j'ai enseigné à tous les niveaux de l'école élémentaire, hein. Du 4 niveaux pour commencer, CE1, CE2, CM1, CM2. Ensuite, du double niveau, CP, CE1 enfin, les 4 niveaux pendant une quinzaine d'années, et puis le CP, CE1 pendant une quinzaine d'années aussi. Et puis j'ai terminé par du CM, et là on est en disponibilité donc pour porter ce projet qui s'appelle Bien écrire pour bien lire. Et notre position à nous, c'est d'être à l'interface en fait entre les préconisations des recherches et la réalité de la classe, et c'est de développer des outils fonctionnels qui tiennent compte de ces préconisations et qui peuvent être utilisés en classe, puisqu'on vient du terrain et comme vous. Donc, il y aura deux vidéos dans la présentation. En général, quand on les passe, tout le monde n'arrive pas à avoir le son. Donc, ce qu'on fait, on vous met le lien dans le chat. On vous laisse, ne dure pas longtemps, elle dure 1 minute et quelques. Donc, on vous laisse les regarder et puis après, on revient. Donc, on va commencer par ça. Et non, on va déjà commencer par les supports. Donc, les supports de la méthode, là, je me rends sur le site metalo.fr. Donc, c'est notre site internet. Quand vous arrivez ici, sur la page d'accueil, vous avez un onglet enseignant en haut ici. Voilà. Ici, je m'y rends. Donc, vous avez le projet, vous avez le clavier métallo. Qui est gratuit, hein, vous pouvez l'utiliser On vous montrera tout à l'heure. si ce n'est pas encore fait. Et puis, la méthode de lecture. Donc, au niveau des supports, les voilà. Donc, pour l'élève, on a un livre de lecture. On a 2 fichiers d'exercice pour l'année. On a un jeu de cartes graphème-phonème, donc qui sert pour les séances d'encodage sur les 2 premières périodes de l'année. Je vous montrerai comment ça fonctionne. On a des vidéos pour l'entraînement aux gestes graphiques. Donc ça, c'est pareil, on vous montrera tout à l'heure. Un répertoire de mots. En fait, le répertoire de mots, il est au dos du livre de lecture. Alors, je vais prendre le mien. Alors, en dessous, là, pendant que Christophe cherche, vous pouvez cliquer, vous aurez accès à des extraits de chaque. Je vais mettre comme ça. Non, pas trop le temps, mais que je vois quand même. Voilà. Donc ici, en fait, vous avez le livre de lecture. Et si je retourne le livre de lecture, le fichier, le petit répertoire de mots, il est derrière. Il se prend dans les 2 sens. Donc voilà pour l'élève, et pour l'enseignant, on a le guide pédagogique, on a un fichier d'activité et de différenciation. Donc dans le fichier d'activité, il y a tout ce qu'il y a à photocopier pour mener les activités en classe. Puis quand on le prend dans l'autre sens, c'est pareil, c'est le fichier de différenciation qui permet d'avoir des supports, d'autres supports pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Les affichages de classe. Vous avez sur notre site des tutos d'accompagnement pour le début d'année, pour bien voir un petit peu comment ça se passe, l'encodage, le cahier mémoire, etc. Donc ça, c'est disponible. Et puis, vous avez un groupe collaboratif, donc c'est un groupe Facebook des utilisateurs de la méthode, et c'est vraiment très riche. Ils créent aussi des ressources extérieures à la méthode que eux font et ils les partagent, et voilà. Et ils discutent beaucoup entre eux quand il y a des questions qui sont posées. Donc, on vous incite à vraiment y aller parce que c'est vraiment un groupe dynamique. Donc, voilà pour les… Et puis, on peut montrer peut-être la partie Mon espace, Ah oui. tout ce qui est ressources. Donc, une fois que vous êtes en haut sur le site, là, j'ai vu enseignant tout de suite. Si vous n'avez pas créé votre compte, en fait, ici, il y aurait écrit mon compte en haut à droite. Donc, vous cliquez dessus, il vous faut simplement un identifiant, un mot de passe que vous créez. Et une fois que c'est créé, vous avez mon espace. Et là, si j'y vais, vous avez tout ce qui est en jaune ici, c'est ce qui concerne la méthode de lecture, donc les ressources. On peut faire une présentation personnalisée à ceux qui le souhaitent. Bon, les webinaires, c'est ce qu'on est en train de faire, devis commande, commander un spécimen, l'évaluation scientifique, on va vous en parler, les documents pédagogiques sur lesquels on s'est appuyé et une FAQ. Et puis, si vous allez plus bas, vous avez tout ce qui concerne le clavier métallo. Alors, en vous inscrivant, vous avez accès gratuitement au clavier. Je vous montrerai tout à l'heure rapidement comment ça fonctionne. Donc voilà, donc je vais revenir à mon document. Ça, c'était pour les supports.
Alors, là, je vous dis, on a changé la présentation. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous présenter comment se déroule l'étude d'un graphème. Alors, on a choisi un graphème de la première période, et puis après, on vous montrera comment ça, enfin, vous expliquera comment ça évolue au cours de l'année, ce fonctionnement-là. Mais pour pouvoir se projeter, c'est un fonctionnement sur 2 jours, et pour que vous voyez un petit peu la cohérence de la méthode. Et comment on articule tous les domaines là autour? Alors, première vidéo, je vais vous mettre le lien dans le chat. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent. Donc, on vous laisse regarder la vidéo. Elle dure 1 minute. Et puis, on revient après. Donc, vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat quand vous avez vu la vidéo. Ok, on attend encore 10 secondes et puis d'accord, c'est bon. Ok, C'est bon pour tout le monde. Donc là, vous voyez qu'en fait, apprendre à lire, c'est apprendre à lire et à écrire. C'est les deux en même temps et les deux se nourrissent l'un et l'autre. Alors, il faut bien différencier en fait le lecteur expert comme nous et le lecteur débutant comme un enfant qui est en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Un lecteur expert, il est multitâche, il est capable de lire, il est capable de se poser des questions sur le fonctionnement de la langue, sur les accords qui sont posés dans des textes. Un lecteur expert, il est multitâche. Un lecteur débutant, lui, il est plutôt monotâche. Un enfant, il n'est pas capable de faire tout ça. Il n'est pas capable de gérer les marques du pluriel, faire des observations sur la langue et puis de lire en même temps. Donc vraiment, la lecture, on va le dissocier. Pour un lecteur débutant, la lecture, elle va être consacrée au sens. Christophe va vous le détailler après. Et puis l'écriture, ça va être consacré au fonctionnement de la langue. Et il va y avoir des échanges justement entre cette écriture et cette lecture. Et ils vont se nourrir l'un et l'autre, comme je vous l'expliquais. Donc, dans la méthode, la lecture et l'écriture, c'est 50% de lecture, 50% d'écriture au fil de l'année. Donc, ça peut être suivant les périodes 48, 52, mais on est vraiment proche de 55 ans. On apprend autant à écrire qu'on apprend à lire. Parce qu'en écrivant, on apprend à lire. Alors, bien sûr, comme l'a dit Laurent, la lecture, l'écriture, il va y avoir des allers-retours tout le temps entre les deux, mais chacun a un rôle dans la méthode. Donc, la lecture, l'objectif de la lecture, c'est l'accès au sens, c'est comprendre. Il n'y aura pas d'autre objectif. Quand on apprend aux élèves à lire, c'est pour comprendre. Parce que déjà, si on lit puis qu'on ne comprend pas, ça ne sert à rien. Donc, on va travailler sur des textes entendus, je vais vous montrer en début d'année, puisque les enfants ne sont pas capables de lire des textes longs. Donc, on va les lire pour eux et on va faire de la compréhension sur ces textes-là. Peu à peu, les enfants vont lire d'abord des mots, puis des phrases, puis des petits textes, puis des textes de plus en plus longs. Donc, on pourra aussi amener cette compréhension au fur et à mesure de l'année liée au décodage et donc la lecture en autonomie. En lecture, on va travailler aussi le vocabulaire en contexte, donc dans les textes qui sont étudiés, et vraiment travailler la compréhension. Et puis, quand on va faire de l'écriture, donc l'écriture, il y a aussi le sens, mais le sens, il est au départ de l'écriture. On a le sens en nous et en fait, on veut produire de l'écrit. Et comme l'a dit Laurent, c'est vraiment l'étude de la langue. Donc,
Quand on dit l'écriture, ça va de l'entraînement aux gestes graphiques, les séances d'encodage, dictée, et puis toutes les situations d'écriture qui sont dans la méthode. Ce que je veux préciser, c'est que quand on est en situation de lecture, le fonctionnement de la langue, en fait, il n'est pas automatique. On ne peut pas obliger un élève à entrer dans le fonctionnement de la langue quand il est en lecture. Je vous donne un exemple. Quand on montre un mot, par exemple, il y a un mot qui est vu en classe et un élève va le lire, etc. Ben, un élève, par exemple, qui ne connaissait pas ce mot, va peut-être avoir une bonne mémorisation du mot. Il va dire, tiens, ça c'est le mot tomate. Voilà, j'ai vu, il a dit tomate, l'enfant a une bonne mémoire, il va mémoriser ce mot-là. Mais quand il va le revoir, il va dire tomate, mais ce n'est pas pour autant qu'il va savoir quelles sont les lettres qu'il constitue, les syllabes, les sons, etc. Par contre, quand je suis en situation d'écriture, si je dis à l'enfant écris le mot tomate et qu'il ne l'a jamais vu, ben, il va être obligé de l'écouter, il va être obligé de le segmenter en syllabes, il va être obligé d'identifier les sons, etc., de trouver des graphèmes qui correspondent. Et là, il est obligé de passer par le fonctionnement de la langue. Puis il y a une deuxième raison que nous, on a constaté dans nos classes, enfin, en tout cas, moi, je l'ai constaté. Si vous voulez, quand on travaille le code pendant les séances de lecture, il y a des enfants qui se perdent un peu et ils se fixent sur ce code-là. Donc, ils vont se fixer sur les syllabes, l'assemblage des syllabes, les sons, etc. Et il y a des élèves qui deviennent des déchiffreurs, de très bons déchiffreurs même. Et puis, quand ils arrivent au bout de la phrase, puis qu'ils ont lu leur phrase, on leur dit « Qu'est-ce que tu as compris ?» Ben, ils disent « Je ne sais pas ». Donc, vraiment, nous, quand on fait de la lecture, comment dire, on construit l'apprentissage. Vraiment, l'enfant comprend que quand il lit quelque chose, derrière, il doit être capable de dire ce qu'il a compris. Et le code, on le travaillera pendant l'écriture. Donc maintenant, puisqu'on va apprendre à écrire, je vous montre une deuxième vidéo. Je vais vous mettre aussi le lien dans le chat. Donc, c'est une petite vidéo qui fait 1 minute 30. Et puis, on revient juste après. Ici. Vous pourrez nous remettre un petit mot quand vous avez vu la vidéo. Ok, ça marche. Alors, on y va. Donc, si vous avez bien écouté, vous avez compris qu'il est plutôt préférable d'écrire avec la bonne orthographe. Donc, nous, dans tout ce qu'on développe, c'est vraiment le fil rouge, c'est de faire écrire les enfants avec la bonne orthographe dès le début du cycle. Donc, je vais reprendre le mot bateau. Donc, le mot bateau, il existe sous 2 formes. Il a sa forme orale et sa forme écrite. Quand je passe de la forme orale à la forme écrite, je suis dans une situation d'écriture. Donc, écriture, ça veut dire encodage, c'est-à-dire passage des phonèmes au graphème. Et en plus, il faut respecter la norme de l'orthographe. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir n'importe quel graphème. Il faut choisir celui qui correspond à l'écriture du mot.
Et puis, dans l'autre sens, quand je passe de la forme écrite à la forme orale, là, je suis dans une situation de lecture. Donc, c'est là qu'on voit vraiment que la lecture et l'écriture sont liées. Ça veut dire lecture, une phase de décodage, donc l'inverse, je passe d'une suite de graphèmes et je la transforme en suite de phonèmes, et il faut que j'accède au sens. Donc, l'enfant, qu'est-ce qui se passe quand il travaille ça? Si par exemple je prends mon mot bateau et que je considère que j'arrive à lui faire écrire directement avec la bonne orthographe pendant une séance en classe, il va une première fois mémoriser le mot avec la bonne orthographe. Donc il va rencontrer la norme et puis il va développer assez rapidement une conscience orthographique, c'est-à-dire qu'il va comprendre que les mots ont une façon de s'écrire et on n'écrit pas comme on veut. Il faut aller chercher cette orthographe. Alors, c'est pas parce qu'il a écrit une fois le mot bateau qu'il va le mémoriser en mémoire profonde, hein. Mais à force de fréquenter la bonne orthographe, ben, elle s'ancre de plus en plus profondément dans la mémoire. Maintenant, considérons que le mot bateau soit mémorisé. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un double effet. On va avoir un effet en écriture, puisque si le mot est bien mémorisé, l'enfant, quand il en aura besoin, quand il veut écrire une phrase, eh ben, il va pouvoir aller le rechercher en mémoire et donc il va pouvoir écrire avec la bonne orthographe. Ça, c'est le premier effet qui paraît logique. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que quand il va le rencontrer dans une phrase en lecture, eh bien, il va pouvoir faire ce qu'on appelle une reconnaissance directe et il ne sera pas obligé de passer par le déchiffrage pour ce mot-là, il va le reconnaître directement. Ça va donc alléger le fonctionnement de la lecture, il va augmenter sa fluence et on sait que la fluence, ben, c'est un des facteurs qui permettent d'accéder à la compréhension en autonomie. C'est pour ça qu'on parle de puissance de l'écriture, parce que quand on apprend à écrire avec la bonne orthographe, ben non seulement on écrit avec la bonne orthographe, mais on a aussi un retour en lecture. Et c'est pour ça que c'est important, il ne faut pas avoir peur de prendre du temps pour écrire avec la bonne orthographe, parce que ça sert autant l'écriture que la lecture. Alors, si je multiplie les séances et que le nombre de mots écrits avec la bonne orthographe est de plus en plus grand, ben, je vais avoir ce double effet sur un nombre de mots qui est de plus en plus grand au fur et à mesure du cursus de l'élève. Et à l'inverse, si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je vous donne mon exemple personnel. Moi, c'est ce que je faisais en début de CP, hein, quand les élèves, au début, je faisais du CP, quand les élèves écrivaient en phonétique, je trouvais déjà que c'était bien parce qu'on arrivait à lire ce qu'ils écrivaient. Seulement, ça pose un problème parce que si l'enfant, on le laisse écrire en phonétique, eh bien, vous comprenez bien qu'il mémorise sa phonétique. Donc, quand il va avoir besoin de réécrire ces mots-là, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller les rechercher et il va continuer d'écrire en phonétique. Donc, on ne va pas pouvoir atteindre l'orthographe. Et puis, le deuxième effet dont j'ai parlé tout à l'heure, eh ben, quand il va rencontrer un mot dans un texte qui n'est pas orthographié comme lui l'écrit, ben, on ne pourra pas avoir cette reconnaissance directe. Et donc, on va maintenir l'enfant dans un décodage laborieux plus longtemps. Et ça, c'est un problème. C'est comme s'il développait un langage parallèle. Il n'écrit pas comme ce qu'il lit. Donc, l'objectif, c'est d'arriver au modèle de droite ici, hein. Donc, on ne peut pas faire du 100%, bien sûr, mais vraiment de se dire au maximum, il faut absolument qu'on fasse mémoriser la bonne orthographe dès le départ. En plus, les recherches, elles ont montré que quand un mot il est mémorisé, alors par exemple, s'il est mémorisé faux, plus il est mémorisé depuis longtemps, plus il est difficile à déloger. Et ça, on le voit bien même quand on travaille des listes de mots. Si on travaille une liste de mots et puis, dans la semaine et puis qu'on fait une évaluation en fin de semaine, ben, en général, ça ne se passe pas trop mal. Mais si on revient 2 mois après et puis qu'on ne les a pas retravaillés, ben, c'est comme si on n'avait rien fait parce qu'en fait, les mots qui étaient mémorisés au départ, ils reviennent. Donc, il faut vraiment enregistrer la bonne orthographe le plus tôt possible. Justement, que ça aide cette lecture pour accéder à une lecture plus fluide. Alors, André Ouzoulias, peut se présenter? Alors, André Ouzoulias, c'est quelqu'un qui a travaillé, un enseignant-chercheur qui a travaillé dans les Mureaux dans le 78 et qui, en fait, aujourd'hui, il y a une préconisation qu'on retrouve, hein, qui est en fait la correction dans la même unité de temps. En fait, ça abonde à ce que vient de dire Christophe. Ça veut dire qu'on doit apporter une correction dans l'essai d'écriture dans la même unité de temps. Alors, soit on peut travailler, par exemple, en amont en donnant la bonne orthographe, que l'enfant écrive convenablement et qu'il la mémorise, soit on laisse l'enfant faire son essai d'écriture, mais ensuite, on apporte une correction immédiate pour que justement, comme vous l'a expliqué Christophe tout à l'heure, on ait une mémorisation qui soit efficace et que l'enfant, quand il a fini, il reparte avec le mot bien mémorisé. Et donc, faire cette fréquentation de la plus régulière et la plus fréquente possible.
Ce qu'il faut. C'est pour ça que lui, en fait, il disait qu'une séance d'écriture équivaut à 10 séances de lecture. En fait, c'est ce qu'on vous explique depuis le début, que l'écriture, ça sert aussi, c'est au service de la lecture. Pour être concret, ce qu'on peut dire, c'est que si l'enfant fait un essai d'écriture et qu'il pose son cahier sur le bureau et que, par exemple, l'enseignant va corriger le soir ou plus tard, ben, l'enfant, lui, il repart en mémoire avec ce qu'il a écrit sur son cahier. Donc, si c'est faux, eh ben, il enregistre une fois faux ce qu'il a écrit. Et donc, le but, ce serait de corriger tout de suite pour que, même s'il s'est trompé, ben, tout de suite, il corrige. Et au moins, quand il repart avec la bonne orthographe. Et plus on attend, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, plus c'est difficile à déloger. Sauf que pour vous, vous avez des mots que vous avez du mal à écrire. Moi, j'en ai aussi. Christophe, il en a aussi, que je connais. Le problème, c'est que pour l'enfant, c'est pas 3 ou 4 mots, c'est des centaines. Donc, mieux, plus on donne en amont, mieux c'est. Mieux c'est enregistré. Alors, au niveau de la méthode de lecture, l'étude des graphèmes, donc la fréquence d'étude des graphèmes, alors nous, on s'appuie sur l'étude IFE en partie, hein, donc aussi beaucoup sur les travaux d'André Ouzoulias, sur le guide Orange, sur le CSEN, etc. Alors, l'étude IFE, je vais peut-être en parler. Ouais. Donc, c'est une étude qui a eu lieu entre 2013 et 2015 auprès de 2500 élèves. 130 classes étaient impliquées. Et c'était des enseignants qui étaient volontaires pour faire partie de cette étude. Et de cette étude est sortie des grandes préconisations. Voilà. C'est l'étude lire-écrire au CP. C'est la plus grosse étude sur le lire-écrire qui a été menée en France. Donc, cette étude-là, elle a observé, si vous voulez, elle a observé les fonctionnements de classe et puis elle a mesuré les résultats. Donc, elle est capable de dire, ben, quand on fonctionne comme ça, voilà tel résultat, etc. Donc, ils ont listé une façon de travailler et ils ont dit, ben, c'est ces façons-là qui sont les plus efficaces. Et le pic de performance au niveau de l'étude des graphèmes, c'est 14 graphèmes dans les 9 premières semaines. Voilà. Pourquoi? Ben, c'est assez rapide, mais il faut que les enfants ils aient de la matière pour pouvoir manipuler et comprendre ce principe alphabétique. Donc, nous, on respecte les 14 graphèmes étudiés sur les 9 premières semaines. Un deuxième appui pour la méthode, c'est la régularité de la langue à l'écrit. Il faut savoir, on dit que le français c'est compliqué, mais il faut savoir quand même que la langue française à l'écrit, elle est régulière à 85%. Donc, on va d'abord s'appuyer sur cette régularité, c'est une préconisation, et après, on verra ce qui est moins régulier dans un deuxième temps. Je prends deux exemples. Par exemple, le son « i », il s'écrit avec un « i » dans 99% des mots et avec un « y » dans 1% des mots. Donc, si on commence à présenter le « i » et le « y » au départ, eh ben, en fait, l'enfant, il va dire « i, y », il va faire 50-50, et puis en fait, de temps en temps, il va mettre un « i », de temps en temps, il va mettre un « y ». Puis quand c'est compliqué, il va certainement mettre un Y. Vous le savez. Et puis, si je prends le son Z, eh ben, dans 90% des mots, il s'écrit avec la lettre S, et dans 10% des mots, il s'écrit avec la lettre Z. Donc, on sait bien par expérience que les enfants ils ont plutôt tendance à mettre un Z pour faire le Z, parce que ça sonne toujours Z, c'est sympa. Mais en fait, la réalité, elle n'est pas comme ça. Donc, quand on introduira le son Z, on n'introduira que le graphème S. On fera l'entrée par le graphème S. Et plus tard, on verra le graphème Z. Alors, je vais vous montrer comment se déroule l'étude d'un graphème. Ça, c'est en période 1. On est plutôt vers la fin de la période 1. Ça se passe sur 2 jours. L'étude des graphèmes, elle est soit sur 2 jours, soit sur 3 jours dans la méthode. Donc, au début, c'est 2 jours parce qu'on respecte les 14 graphèmes en 9 semaines. Mais comme on fait aussi de l'étude de la langue, on fait aussi des activités décrochées en compréhension, etc. Donc, des fois, c'est sur 3 jours pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit... Enfin, qu'on ait bien le temps de faire les choses. Donc, on va commencer par l'étude d'un texte. Donc, dans le livre, on n'a pas voulu faire l'histoire de Métallo tout le long. En fait, vous voyez sur la gauche là tous les types d'écrits qui sont abordés. Il y en a beaucoup, c'est très varié. Et en plus de ça, à partir de la 3e semaine de l'année, le temps que les choses se posent un petit peu, vous avez un quart d'heure par jour ou alors 1 heure par semaine. Vous le gérez comme vous voulez. On appelle ça lecture partagée. Et ça permet à l'enseignant d'avoir 1 heure dans la semaine pour faire autre chose. Par exemple, si vous voulez travailler sur un album avec votre classe, etc., eh bien, ce temps-là, il est déjà prévu dans la méthode. Parce que ça, alors, on ne l'a pas dit, mais la méthode, on l'a testée dans 22 classes pendant 2 ans. Et donc, on a eu des retours des collègues. Et il y a des collègues, oui, qui disent, ben oui, quand on fait une méthode de lecture, des fois, on est un petit peu enfermé dedans, on ne peut rien faire d'autre. Donc, cette chose-là, elle vient de là. On a dit, ben, on va donner un temps vraiment dans la méthode pour que l'enseignant qui veut faire un petit peu autre chose puisse le faire. Donc, comment ça se passe pour les 2 jours?
En période 1 et 2, Oui. précise. Alors, on travaille en premier sur l'illustration du texte. Donc, les enfants ont le droit de parler, voilà, qu'est-ce qu'ils voient, ils peuvent imaginer l'histoire, etc. Ensuite, l'enseignant va leur lire une première fois le texte. Donc, c'est un texte entendu, hein. Les enfants ne sont pas capables de le lire en début d'année. L'enseignant lit une première fois le texte aux élèves. Ensuite, ben, il y a les élèves verbalisent, hein, ils disent ce qu'ils ont compris, ils mutualisent ce qu'ils ont compris. Ensuite, l'enseignant va les prévenir, il leur dit, bon, ben, je vais vous relire une deuxième fois l'histoire, mais écoutez bien, parce qu'après, je vais vous poser des questions. Donc, il relit une deuxième fois l'histoire, et ensuite, il pose des questions. Donc, les questions, elles sont, il y a des questions explicites, il y a des questions implicites, et il y a des questions culturelles pour ouvrir sur le monde. Donc, à ce moment-là, c'est un débat argumenté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le oui-non. Quand on donne une réponse, on incite toujours l'élève à argumenter sa réponse. Pourquoi tu réponds ça? Comment tu sais ça? Etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que quand on pose simplement une question et qu'on attend la réponse de l'élève, on est dans une évaluation. Alors que quand on lui demande d'argumenter pour comment il a fait pour savoir ça, c'est là qu'il est en train de comprendre, enfin qu'il est en train d'apprendre à comprendre, on va dire. Et nous, on travaille en groupe classe, cette phase-là, pour emmener tous les élèves. Donc, on travaille avec la coopération. Parce qu'en fait, on ne saura jamais tout seul ce qu'on est capable de savoir tous ensemble. Voilà, donc en début d'année, on est sur le groupe classe pour emmener tout le monde et au fur et à mesure de l'année, on va développer beaucoup plus d'autonomie. Alors ça, c'est le premier jour, ça dure 30 minutes, ce que je viens de vous montrer là. Et la dernière question qu'on pose à la fin de cette séance-là, donc là, si je prends le graphème P, c'est quel animal est posé sur le chapeau du champignon? Donc c'est un papillon, on le voit sur le dessin. Donc les enfants répondent et ça nous permet d'introduire le graphème. Donc on présente ici sur la gauche l'affichage de classe. Et puis dans le livre, alors je vais reprendre la page pour vous montrer. Donc le voilà ici, la page. Vous avez à gauche le texte qui est lu pour l'enseignant, et puis à droite, c'est la page de l'élève. Donc, c'est ce que l'élève, lui, va lire. Donc, au-dessus de la page, c'est ce que vous avez sur l'écran ici. Donc là, on n'est pas vraiment dans de la lecture, hein, puisqu'on présente le graphème en haut, les différentes écritures, etc. Et puis, ben, on présente les syllabes qu'on peut déjà combiner avec ce qu'on a déjà appris avant. Donc, pi comme dans pirate, po comme dans police, peu comme dans petit, etc. Bien sûr, il y a le dessin, ce n'est pas de la lecture, c'est de la présentation de syllabes dans le contexte. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, eh bien, on va entraîner les enfants au geste graphique du nouveau graphème étudié. Donc, ici, le P. Donc, on a des vidéos de graphisme. Alors, je vais aller sur le site. Que vous pouvez faire. Alors, on sait très bien que les séances d'écriture avec de nombreux enfants de CP, ben, c'est très compliqué parce que quand on est vers un enfant, ben, celui d'à côté tient son crayon pas convenablement et il y a beaucoup de choses à régler. Donc, nous, on met en place des petites vidéos de graphisme qu'on est capable de faire tourner en boucle et qui permettent à l'enfant d'aller se référer toujours à un modèle. C'est pareil, hein, ça vient aussi de l'étude de l'IFE. Écrire quotidiennement, faire de l'entraînement au geste graphique quotidiennement, ça en a 20 minutes. Ça, c'est l'étude de l'IFE qui le dit. Le pic, c'est 19 minutes. Ça a un impact directement sur la qualité et la quantité de production d'écrit de l'enfant. Jusqu'au CM2. Jusqu'au CM2. Donc, c'est pour ça qu'on fait écrire de manière régulière et quotidienne les enfants dans la méthode Métalo. Donc là, je suis revenu dans mon espace. Ici, j'ai ressources. C'est ici que j'aurai toutes les ressources de la méthode. Donc, quand j'arrive ici, là, j'ai vidéo de graphisme. Donc, je choisis vidéo de graphisme. Je suis en période 1. Je vais chercher. Et ici, j'ai la vidéo du P. Donc, je vous la montre. Donc, ça permet, on peut la faire tourner dans la classe pendant qu'on explique, hein. Alors, l'important, c'est écrit dans le guide pédagogique, c'est de verbaliser ce qu'on fait, genre je monte en travers, je touche le premier interligne, je redescends bien droit, je compte 1, 2, je lève mon crayon, etc. En fait, on peut le formuler comme on veut, hein. Nous, on vous a fait une formulation, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et en faisant tourner cette vidéo en boucle, il y a juste à faire un clic droit dessus, puis mettre lire en boucle. Ça permet que quand vous avez fini d'expliquer que les enfants sont en train de s'entraîner au geste graphique, ben, ils sont quittes de toujours vous rappeler parce que s'ils ne se rappellent plus, ben, ils lèvent le bras, ils suivent la vidéo comme ça au fur et à mesure. Et puis quand ils sont prêts, ils repartent sur le cahier ou l'ardoise, etc.
Donc, voilà comment se passe l'entraînement en gestes graphiques. Ça permet de donner de l'autonomie. Une fois qu'on sait graphier la lettre, alors on va travailler en collectif la discrimination auditive. Donc, on va travailler sur des mots qu'on apporte dans la méthode. On va demander aux élèves de trouver des autres mots. On leur apprend à coder les syllabes avec des ponts à l'envers et de faire une croix où ils entendent le phonème, etc. On va travailler aussi systématiquement à la discrimination visuelle. Donc ici, on est en début d'année, donc on est dans des suites de lettres ou dans des mots qui sont issus du texte, par exemple, ou autres. Et puis, quand on va avancer plus loin dans l'année, ben, ce sera carrément dans le texte. L'enfant pourra, sur un extrait du texte, aller retrouver tous les graphèmes qui correspondent à celui qui est étudié. Et une fois qu'on a fait ça, on va passer à la séance d'encodage. Donc, l'encodage, il se passe au niveau du mot, ça veut dire j'écris un mot. Alors, on vous explique comment on travaille. Si je prends le mot canard, par exemple, qui est ici, si je dis aux élèves écrivez le mot canard, ben, vous avez pratiquement tous les élèves. S'ils ont compris le principe alphabétique et s'ils ils connaissent la correspondance entre les phonèmes et les graphèmes, ils vont vous écrire C-A-N-A-R. Donc, je vous donne la petite anecdote quand même. Voilà, Ça, c'est dans le meilleur des mondes déjà. oui, bah oui, c'est clair. Non, Ouais. mais ça fait rien. Je veux dire, si on les laisse aller comme ça, on les fait écrire en Oui. phonétique, puis on a montré plus haut qu'il ne fallait pas écrire en phonétique. Si vous voulez, moi, au début que j'avais des CP, ben voilà, je les laissais écrire en phonétique, puis je venais les corriger après. Donc, si par exemple, je leur faisais écrire le mot canard, ils écrivaient C-A-N-A-R, donc je leur disais que c'était très bien, puis je leur disais, par contre, il y a un D à la fin. Puis un jour, j'ai un élève qui m'a dit, mais maître, tu dis toujours que c'est bien, puis tu corriges toujours. Alors, oui, je me suis dit, en fait, c'est vrai, il était un peu frustré parce qu'il n'arrivait pas à y arriver, il n'y arrivait pas tout seul du premier coup. Donc, on s'est dit, si on donnait des choses en amont, des indices en amont pour qu'il puisse avoir toutes les données pour pouvoir bien écrire, ben, il pourra arriver directement à la bonne orthographe. Alors, sur la gauche, ici, vous avez ce qu'on appelle les mots réguliers. Par exemple, papy, melon, lama. Ils utilisent à chaque fois le graphème le plus courant du son. Donc, ils sont faciles à écrire. C'est les mots où on dit on a juste à les écouter. Si je prends la colonne du milieu, c'est ceux qui ont une lettre muette. Ben, les enfants ne peuvent pas l'inventer, puis surtout en CP, parce qu'ils ne sont encore pas capables de travailler sur les familles de mots, comme lit, literie, etc. Ça, c'est des choses qui ne leur parlent pas. Donc, on va leur donner ce qu'on appelle des indices orthographiques, c'est-à-dire que pour écrire lit, ben, il a juste à l'écouter, mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a un T muet à la fin, et on lui dit au départ, ce qui fait que quand il fait son essai d'écriture, il est capable de le réussir tout seul. Et puis à droite, on a ce qu'on appelle les graphèmes secondaires. Eh bien, par exemple, si je prends le QU, donc dans le son, le graphème principal, c'est le C, et le graphème QU, il est moins courant, c'est un graphème secondaire. Eh bien, on l'indique pour que l'enfant n'écrive pas équipe avec un C. Comme ça, il sait directement lequel il faut qu'il utilise. Donc, au niveau de ces images encodage, donc je vais vous mettre la vidéo. Là, on va la regarder parce qu'il n'y a pas de son. Donc, je vais juste la diffuser comme ça. La rencontre. Ouais. Voilà comment se passe une séance d'encodage. Et puis, on y revient. OK, alors je vais vous détailler ce qui s'est passé ici. Je coupe la pub. Alors, au départ, l'enfant choisit sa carte. Alors, par exemple, ici, il va écrire un tapis.
Donc, au départ, il s'informe, il prend les indices orthographiques. Là, il voit que donc tapis, ça va avec le mot un et qu'il y a un S muet à la fin. Ensuite, il va écouter le mot. Donc, ça veut dire qu'on lui a appris à faire ça, donc il le découpe en syllabes, et puis dans chaque syllabe, il va identifier les sons qu'il entend. Alors, on travaille avec le jeu de cartes qu'on vous a présenté tout à l'heure dans le matériel. Donc, le jeu de cartes, si vous voulez, à part les déterminants, chaque carte est un son, et puis il y a écrit les graphèmes du son. Alors, des fois, il y a des écritures des deux côtés, hein. Par exemple, si je prends le T, je peux avoir le T, le 2T, etc. Et puis, les lettres muettes, elles sont soulignées dans la méthode, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, l'enfant encode son mot, on l'incite à encoder syllabe par syllabe et à séparer les syllabes. Donc, il fait son essai d'écriture, et ensuite, quand il a terminé, il regroupe ses cartes pour former le mot. Si on en reste là dans une séance d'encodage, on est dans une séance d'évaluation. En fait, on a dit à l'enfant, écris le mot tapis, il fait ce qu'il sait faire, et puis il fait son écrit. Ce qui est important ici, c'est ce que disait André Ouzoulias, c'est de corriger dans la même unité de temps. Parce que là, c'est juste sur mon document, mais l'enfant peut faire une erreur, et de toute façon, il y a plein d'erreurs. L'important, c'est qu'une fois qu'il a fait son essai d'écriture, il puisse lui-même aller vérifier. Donc, on va vérifier dans la même unité de temps, et pour ça, vous avez vu, elle utilise le petit lexique qui est au dos du livre de lecture. Donc, je vous montre comment ça fonctionne, en fait. C'est un petit lexique qui contient 300 mots. C'est les 300 mots qui sont encodés tout au long de l'année pour étudier tous les graphèmes. Et puis, sur la première page, vous avez les sons d'attaque. Par exemple, si je prends le T, alors j'ai tapis, donc si je prends le T, l'enfant sait que c'est à la page 8, il me semble, donc il va à la page 8. Les premiers mots qu'il encode, ils sont sur les premières pages, comme ça il prend bien le lexique en main. Il n'y a que 20 pages, donc ce n'est pas beaucoup. Et puis, avec le dessin, en fait, il va identifier le dessin, il va retrouver son mot, qui est aussi écrit en 2 couleurs pour les syllabes, et il va pouvoir corriger son essai d'écriture. Donc ici, il y a 2 situations possibles. Soit l'enfant, il comprend son erreur, soit il ne comprend pas son erreur. Je vais vous donner un exemple très simple. En fait, au départ, ils prennent des indices orthographiques, mais comme ils sont concentrés dans leur encodage des sons, en fait, ils oublient le S muet. Donc, par exemple, l'enfant va peut-être écrire TAPI. Donc, moi, si je le laisse repartir comme ça, pour lui, tapis, ça s'écrit TAPI. Par contre, quand il va vérifier, il va voir qu'il a oublié le S. Vous allez voir qu'en 3-4 séances, l'enfant, il n'oublie plus ses lettres muettes parce que chaque fois, quand il revient, il dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ». Et à force, il y arrive. Donc, c'est lui qui va corriger. Et un deuxième point, alors, ici, il ne comprend pas son erreur, mais en fait, c'est l'enseignant qui doit venir. Mais l'enseignant, il est disponible parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont autonomes sur cette activité-là et ça permet d'aller vraiment répondre aux besoins des élèves. Un point qui est très important ici aussi, ce n'est pas l'enseignant qui va dire à l'élève si c'est juste ou si c'est faux. L'élève, il va considérer l'orthographe comme une norme qui est complètement extérieure à l'enseignant. D'ailleurs, elle l'est. L'orthographe, c'est posé, et l'enseignant n'a pas besoin de me dire si c'est juste ou c'est faux, c'est lui qui va se confronter. Alors, cette vérification-là, elle peut se faire aussi avec le clavier métallo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le clavier métallo. Laurent, il va vous montrer. Oui, alors le clavier métallo, en fait, c'est un outil additionnel qu'on peut utiliser ou non dans la méthode. Puisque, comme vous dit Christophe, l'eximini, ça suffit à lui-même. Sauf que le clavier métallo, c'est beaucoup plus puissant. Au lieu de contenir 300 mots, il va en contenir, pour le clavier métallo 1, donc 7000. Et ça y est. OK, 7000 mots. Donc, pareil, il veut vérifier l'orthographe du mot tapis. S'il l'a bien encodé, il va encoder des sons, parce que c'est un clavier phonétique. Tap, tap. Donc, ça va aider à renforcer l'encodage phonétique, déjà chez l'enfant. Puis maintenant, il va trouver l'orthographe de son mot. Ces étiquettes sont les mêmes que sur Leximini. Donc, c'est en fait une sorte de carte mentale qui va aider l'élève à bien mémoriser. Donc, tous les mots sur le clavier métallo 1 sont accessibles à cette vitesse. Si je prends le mot moustique, mousse, voilà. Donc, vous allez trouver tous les mots à cette vitesse. Donc, vous voyez qu'ici, on travaille avec ce qui est préconisé, c'est-à-dire la régularité de la langue, et on présente le graphème le plus courant de chaque son sur chaque touche. Et le clavier métallo 2, là, ça sera à partir du CE1, il y a 18 000 mots. Si ça vous intéresse,
On a un webinaire clavier métallo mercredi prochain, donc allez sur notre site dans la page webinaire et inscrivez-vous si vous voulez en savoir plus. Il est gratuit, hein, le clavier Oui, métal, c'est il est gratuit. accessible à tous. Alors c'est pareil, hein. Dans la méthode, je vous dis, il est additionnel ou non, on peut ou ne pas l'utiliser ou pas. Et dans le guide pédagogique, il y a un chapitre à chaque fois spécifique pour détailler comment on peut utiliser le clavier Ou avec pas. la méthode ou pas. Mais il n'y a pas besoin de tablette, on le précise, il n'y a pas besoin de tablette ou d'ordinateur pour la méthode. Et les versions papier, ça suffit à elle-même. Donc, une fois que l'enfant il a vérifié son essai d'écriture, il a corrigé. Donc, s'il a eu besoin, ben, il va appeler l'enseignant, mais il n'a pas forcément besoin. Il va s'entraîner à écrire ce mot-là. Et une fois que c'est fait, alors, il y a une petite étiquette qui est prévue dans le fichier d'activité. Il va la découper et la coller dans ce qu'on appelle son cahier mémoire. Donc, le cahier mémoire, c'est un cahier où il colle tous les mots qu'il a réussi à encoder. Alors ici, c'est une séance qui fait à peu près 25 minutes. Quand le rythme est lancé, c'est-à-dire au bout de 3 semaines, il y a 8 mots à encoder sur 2 séances de 25 minutes. Donc, vous avez des élèves qui vont encoder un mot par séance parce que c'est leur rythme de travail. Il ne faut pas aller plus vite. Puis, vous avez des élèves qui vont encoder les 8 mots dans la première séance et on leur fera faire des autres choses dans la deuxième séance parce que c'est des élèves qui sont plus à l'aise. Donc là, au niveau de la différenciation, elle est vraiment naturelle parce que chacun va travailler à son rythme et le cahier mémoire de chaque élève va refléter le rythme de son travail. Et c'est pas important, enfin, c'est pas grave si l'enfant n'encode pas tous les mots, puisque de toute façon, les phonèmes et les graphèmes, on les rebrasse tout le temps dans la séance d'encodage jour après jour, donc ils arrivent à les acquérir de la même manière. Oui, par rapport à la lecture et l'écriture, ce que je veux préciser quand on a dit au départ, vous voyez, par exemple, quand on propose un texte en lecture, c'est souvent qu'on arrive en début d'année, puis on a un élève, il sait très bien lire, ou enfin, voilà, puis de toute façon, il y a une grosse différence entre les capacités des élèves. Quand on amène un texte en lecture, qu'on lit en collectif, ben, il y a des élèves, le temps que vous distribuez les feuilles, vous l'avez projeté au tableau, par exemple, ben, il y a des élèves, ils ont déjà lu le texte avant que vous commenciez. Donc ceux-là, ben, ils vont être moyennement intéressés parce qu'ils vont dire, ouais, ben, c'est bon, j'ai déjà lu. Et puis, à l'autre bout, ben, il y a l'élève qui ne comprend même pas de quoi on parle, hein, qui n'a encore pas compris comment la combinatoire, etc. Quand on est en lecture, on amène un support qui est commun à tout le monde et qui est extérieur à tout le monde. Donc, ce n'est pas évident de différencier. Par contre, quand on fait de l'écriture, on part de ce qu'il y a à l'intérieur de l'élève, de ses capacités à lui. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des élèves qui vont écrire un mot, puis encore, ça va être avec l'aide de l'enseignant, et puis il y en a qui vont en écrire 8. Mais en fait, on respecte le rythme de chacun et vraiment, chacun travaille à son rythme. Donc, L'écriture, c'est vraiment un différenciateur naturel par excellence. C'est vraiment l'outil inclusif par excellence. donc, comme on est sur l'acquisition du code, ben, en fait, chacun arrive à acquérir le code à son rythme. Donc, si on prend les préconisations sur une séance d'encodage, comme je viens de vous parler, ben, vous voyez, on a des situations d'écriture travaillées quotidiennement. Ça, c'est une préconisation. La présentation de la régularité de la langue à l'écrit, ben oui, parce que toute la régularité, elle est représentée par un trait sur la carte. On n'indique que les indices orthographiques. La correction des écrits dans la même unité de temps. La fréquentation de la bonne orthographe. Entre parenthèses, on est passé à la nouvelle orthographe, puisque c'est une recommandation ministérielle. Et puis l'acquisition du geste graphique travaillé quotidiennement, puisqu'il va écrire le mot qu'il vient d'encoder. Donc voilà pour la séance d'encodage. Donc je résume, on a fait lecture, après on a fait compréhension, enfin, lecture-compréhension, on a fait discrimination visuelle, discrimination auditive, on a fait l'entraînement au geste graphique, l'encodage. Donc ça, c'est le premier jour, il est terminé. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième jour, ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc le lendemain, on revient avec le même texte, on ne le relit pas tout de suite, on demande aux élèves s'ils se rappellent ce qu'on a fait hier, donc c'est un temps de verbalisation. Ensuite, l'enseignant va prévenir les élèves, je vais vous relire une fois le texte et je vais vous reposer encore des questions. Donc on est toujours sur l'histoire du débat argumenté qui fait suite à la lecture, donc vraiment emmener tout le monde et comprendre comment on va chercher les réponses à une question. Où est-ce que tu as vu ça? J'ai entendu, tu as dit dans l'histoire que c'était comme ça. Ou alors il va dire, sur l'illustration, sur le dessin, je vois bien qu'il y a ça, etc. Ou alors, si on est sur des questions culturelles, l'enfant par exemple, là, il y a les pommes qui tombent. Donc, en fait, on dit aux enfants, est-ce que vous connaissez d'autres arbres fruitiers? Ça, c'est une des questions qui est dedans. Donc, ils vont dire, voilà, il y a le pêcher, il y a le cerisier, etc. Donc, ça, c'est du culturel. Donc, voilà pour le deuxième jour. C'est une séance aussi de 30 minutes.
Le deuxième jour, on s'entraîne encore aux gestes graphiques. Parce qu'aussi, on va écrire des mots et on va écrire les mots qu'on encode. Et on va travailler encore la discrimination auditive. Donc là, on a travaillé la veille en collectif. Là, ça va être sur le fichier. Donc, on apprend aux élèves à coder les syllabes avec des points à l'envers et de faire une croix quand ils entendent le phonème. Donc, ils vont coller les étiquettes et coder en dessous. Et puis, par exemple, en étude de la langue sur celui-là, j'ai une petite erreur de... une petite erreur d'affichage. Ça, c'est un exercice récurrent, en fait, pour apprendre l'alphabet. Donc, en fait, il y a des lettres manquantes, il faut qu'ils complètent. Alors, quand on dit correction dans la même unité de temps, par exemple, si on donne cet exercice-là aux élèves, on leur dit, OK, tu dois... donc, ils savent très vite. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que les activités dans une période, elles sont récurrentes. Quand on étudie les graphèmes, c'est récurrent, ce qui fait que ça donne une grande autonomie aux élèves, parce que quand on présente l'activité, ils savent déjà ce qu'ils ont à faire, c'est le contenu qui change. Par exemple, sur le graphème suivant, ce ne sera pas les mêmes lettres manquantes dans l'alphabet, donc ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, mais c'est des autres lettres à écrire. Si je laisse l'élève faire cet exercice-là, il va faire A, B, C, D, E, F, H, par exemple, il fait une erreur, etc. S'il pose son cahier et que moi, en tant qu'enseignant, je corrige le midi ou le soir, lui, il est reparti avec son alphabet comme il l'a écrit. Donc, ce qu'on fait, il y a une version corrigée du fichier dans les ressources. L'enfant va pouvoir avoir l'exercice corrigé, c'est-à-dire qu'on va l'inciter à lui déjà poser un regard sur ce qu'il a fait. Il va prendre l'alphabet et il va regarder si ce qu'il a fait, c'est juste ou pas. Et si ce n'est pas juste, il va corriger. Ce qui fait que quand il va repartir après cet exercice-là, il aura eu l'écriture du bon alphabet. Il va pouvoir mieux le mémoriser. Donc vraiment, la correction dans la même unité de temps, c'est dans l'écriture, mais c'est dans toutes les activités qu'on fait. Ça n'empêche pas que l'enseignant va quand même vérifier les cahiers et que si un enfant n'a pas bien corrigé, il va revenir avec lui. Mais on l'incite déjà à le faire lui-même. Il y a la deuxième séance d'encodage, le deuxième jour, exactement comme la première. Donc, l'enfant reprend des autres mots, puisqu'il y en a 8 à encoder, donc il reprend les autres mots qu'il n'a pas travaillé. Puis, s'il les a fait, on va l'inciter à écrire des petites phrases. C'est que c'est des élèves plus à l'aise. Et puis là, on est sur la partie gauche, sur la partie droite, pardon, du livre de lecture que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est la partie de l'élève. Donc, le graphème comme tout à l'heure, les syllabes présentées en contexte. On montre toujours dans l'alphabet avec quelle lettre on écrit le graphème. Et puis, ici, tout en bas, vous avez ce que l'élève est capable de lire. Alors, c'est déchiffrable à 100%, comme c'est préconisé aussi. Donc, ce que l'élève est capable de lire, je vous montre par exemple cet exemple ici, c'est écrit en 2 couleurs. Pourquoi? C'est pour que l'enfant puisse repérer les méthodes, les syllabes. Donc, par exemple, métalo, il a un appui sur les syllabes parce que ça n'a aucun intérêt de laisser un enfant perdu devant un mot s'il n'arrive pas à le découper en syllabes. Donc, on va augmenter l'affluence de lecture avec ces 2 couleurs-là. Et puis, les lettres muettes, au départ, on les avait mis en gris dans la méthode. Puis, quand on a fait tester dans les classes, on s'est aperçu qu'il y a des élèves, quand ils écrivaient les mots, ils écrivaient que la partie noire, ils n'écrivaient pas la partie grise, comme s'ils ne la voyaient pas. Donc ça a été en accord avec les testeurs. On a changé, on a mis la lettre muette de la même couleur que la dernière syllabe et on l'a soulignée discrètement en noir. Donc voilà pour la lecture. Et puis les mots-outils qu'on introduit, ça c'est ceux qu'on a introduits depuis le début de l'année. Voilà, c'est les petits mots pour lesquels on fait une mémorisation orthographique et qu'on apprend à reconnaître. Et puis, par exemple, si vous voyez ici, par exemple, Métallo porte le tapis et le petit lit, et bien ici, vous avez Métallo porte le petit lit et le tapis. En fait, il y a aussi des inversions pour que l'enfant ne fasse pas du par cœur, à se dire, je sais ce qu'il porte, donc j'écris. Donc, par exemple, c'est dans les deux sens. Donc ça, c'est la partie que l'enfant est capable de lire, qui va augmenter au fur et à mesure de l'année, puisque ce sera au départ des mots, des petites phrases et rapidement des petits textes. 100% des chiffres. Alors là, je vous ai montré comment se passe l'étude d'un graphème sur les 2 premières périodes. À partir de la période 2, on introduit aussi la dictée. Donc là, je ne suis plus dans le graphème P, je suis dans un autre. Mais la dictée, on ne la travaille pas en première période parce qu'en première période, on travaille beaucoup l'encodage, on pose vraiment ces choses-là. Ce que je n'ai pas dit aussi qui est très important. En fait, quand il fait une séance d'encodage, l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'apprendre ce que c'est qu'une lettre, il est en train d'apprendre ce que c'est qu'une syllabe, ce que c'est qu'un son, comment ça fonctionne, comment c'est rangé, etc. C'est-à-dire tout ce fonctionnement de la langue-là. Et l'étude IFE, elle a mesuré que la notion de lettre, les notions de lettres, syllabes et sons,
c'est des notions qui sont très importantes. Et les élèves qui réussissent le mieux dans le lire-écrire, c'est les élèves qui sont conscients de ces trois choses-là. On a même un exercice particulier qui est mené tout au long de l'année pour différencier ces trois choses-là, parce que ce n'est pas évident chez les enfants, qui nous a été montré par Patrice Gourdet, donc on l'a introduit dans la méthode, vraiment pour faire la différence entre lettres, syllabes et sons. Si on prend un élève, même de CE1, par exemple, qui a fait une erreur dans un mot, on lui dit « Regarde ton mot, tu as fait une erreur ». Comment voulez-vous qu'il voit son erreur s'il ne sait pas ce que c'est qu'une syllabe, s'il ne sait pas ce que c'est qu'une lettre, s'il ne sait pas ce que c'est qu'un son? Il est obligé de passer par ça pour relire et analyser son mot. Donc, c'est là qu'on montre vraiment que quand on apprend à écrire, vraiment, on maîtrise tout ça et on est plus performant derrière. Donc, en plus des activités qu'on a vues sur les 2 premiers jours, voilà ce qu'on travaille. Donc, la dictée. La dictée, elle est travaillée au niveau de la syllabe, mais toujours en contexte. Par exemple, ici, vous avez la syllabe roue. Donc, on va leur dire « écrivez roue comme dans rouler », par exemple. On présente toujours un mot. Toujours en contexte. On travaille 2 mots-outils avec une mémorisation orthographique. Et ensuite, on fait écrire une phrase simple. Ensuite, à partir de la période 3, on ajoute une réflexion collective à l'oral, on appuie sur le sens. Je m'explique. Par exemple, ici, la phrase, c'est « Métallo roule dans la cour ». On va dire aux élèves, est-ce que vous pouvez trouver le mot qui dit ce qu'il est en train de faire? Donc là, on va isoler le mot « roule ». On est en train de travailler sur le verbe. Donc petit à petit, on leur dit que le mot qui dit ce qu'on est en train de faire, c'est le verbe. Et après, on va leur dire qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui roule? Mais on n'utilise pas la notion de sujet. On est sur le sens. On va leur dire qui est-ce qui roule? On va dire « métallo ». Pourquoi on fait ça? Parce qu'en période 4 et en période 5, on va travailler l'accord du verbe à la troisième personne, voilà, avec le NT. Donc, ça, c'est tout un travail oral qui se fait en amont. Et quand on travaille le verbe, l'accord du verbe, ça passe tout seul parce que les enfants savent déjà se poser la question où est le verbe. Et puis en plus, ils savent se poser la question qui est-ce qui fait ça. Ils ont juste à rajouter est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a plusieurs. Et puis en période 4 et 5, les séances d'encodage, elles sont intégrées. Donc, le 1 et 2, les séances d'encodage, c'est avec le jeu de cartes. En période 3, c'est directement sur le fichier avec le même fonctionnement, mais il n'y a plus le jeu de cartes, il n'y a plus besoin. Et puis, en période 4 et 5, l'encodage est intégré dans les dictées. Quand on a un nouveau graphème, on écrit des mots directement sur l'ardoise. Alors, il y a aussi beaucoup de situations d'écriture avec la bonne orthographe dans la méthode. Je vous en montre une. Voilà, donc ça, c'est l'écriture d'une phrase. Donc, on amène ce dessin-là. Métallo porte une souris et une tasse. C'est ce qu'on veut faire écrire aux élèves. Donc, Métallo porte une souris et une tasse, ou alors Métallo porte une tasse et une souris. On est en train de travailler sur le EET. Donc, première séance collective de langage libre. Hein, les enfants s'expriment sur l'image. OK. On les oriente, c'est-à-dire qu'on va leur faire formuler ce qu'ils vont écrire. Donc, si on n'y arrive pas, ben, en fait, on va leur poser la question. On va leur dire qu'est-ce qu'il porte, Métallo? Alors, il y en a qui vont dire une souris, une tasse. D'accord, allez, on va essayer de faire une phrase complète jusqu'à ce qu'on arrive à faire la formulation de la phrase. Donc, Métallo porte une souris et une tasse. On mémorise la phrase. Et maintenant, c'est parti. Vous travaillez par deux sur des grandes bandes de papier. Vous écrivez bien gros parce qu'on va les afficher au tableau pour qu'on puisse voir ce que vous avez fait. Donc, les enfants coopèrent. Ils vont chercher ce dont ils ont besoin. Ils peuvent aller dans Leximini, ils peuvent aller dans le texte chercher des mots, etc. Écouter les mots pour les écrire. Ils font leur essai d'écriture. Donc, forcément, ce ne sera pas tout juste. La phase d'après, c'est une mutualisation des productions avec des erreurs. Donc là, il y a une discussion et on va corriger dans la même unité de temps pour se mettre d'accord et on expliquera pourquoi ça s'écrit comme ça. Et ensuite, l'enfant va sur son fichier reproduire l'exercice parce que c'est la première fois qu'il le fait, donc on l'a accompagné en amont et là, il a juste à reproduire ce qu'il vient de faire de mémoire. Ici, c'est la même chose. Si je laisse l'enfant faire son exercice sur le fichier et qu'ensuite il pose son fichier sur mon bureau, en fait, je viens juste d'évaluer ce qu'il était en train de faire. Et voilà, peut-être que c'est juste, peut-être que c'est faux. Par contre, si à la fin de son essai d'écriture, je lui donne la phrase sur une petite bande de papier qui est bien écrite, alors il peut revenir sur son écrit et déjà lui-même poser une première correction s'il y a besoin. Et c'est comme ça que l'enfant acquiert cette conscience orthographique, c'est-à-dire, oui, je n'écris pas comme je veux, il y a une façon d'écrire. Et puis, il y a aussi de l'étude de la langue. Donc, l'étude de la langue, par exemple, le pluriel des noms. Alors, on peut utiliser, pour corriger dans la même unité de temps, soit Leximini qui est au dos du livre de lecture, soit le clavier métallo que vous a montré Laurent tout à l'heure.
Donc, par exemple, ce type d'exercice-là, donc il y a eu du travail en amont, hein. On a travaillé collectivement sur, on avait amené les dessins de carottes, une carotte, deux carottes, une poupée, trois poupées, etc. Donc, il fallait trier les images en fonction s'il y en avait un ou plusieurs. Ensuite, on cherchait, on faisait encoder les mots, puisqu'ils savaient les écrire, on faisait encoder les mots au singulier. On leur apporte l'écriture au pluriel, ça c'est dans le fichier d'activité, puis on leur demande de comparer les deux écritures. Comment s'écrit carotte quand il y en a une, comment s'écrit carotte quand il y en a plusieurs, etc. Donc, avec de l'observation de la langue, ils arrivent à comprendre qu'on ajoute un S quand il y en a plusieurs. Donc, après, on pose cette règle-là, c'est en deuxième période de l'année. Et ici, ils doivent relier le bon déterminant et la bonne écriture du mot. Encore une fois, quand je fais cet exercice-là, je suis dans une évaluation. Je regarde est-ce que l'élève a compris cette notion de S quand il y en a plusieurs. Si je le laisse faire ça, j'ai évalué. Si c'est moi qui corrige, lui, il repart avec ses erreurs. Par contre, si je lui donne accès à Leximini pour qu'il arrive, lui, à corriger, alors on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous voyez, quand on écrit, quand on montre le mot tomate, on va montrer directement le singulier et le pluriel. Parce que quand on dit à un enfant, quand un enfant nous dit, par exemple, comment ça s'écrit tomate? En général, on va lui dire T-O-M-A-T-E. En fait, non. Ça s'écrit T-O-M-A-T-E dans un certain contexte, mais ça s'écrit aussi avec un S dans un autre contexte. Et dès le départ, on présente ces deux contextes-là aux élèves et c'est à lui de choisir celui qu'il va prendre pour écrire sa phrase ou son mot. Donc, cette ouverture au départ sur le pluriel, on vous montrera dans les évaluations, ça fait que les enfants arrivent à gérer les marques du pluriel assez rapidement. Pluriel des noms et pluriel des verbes. Oui, avec le NT. Et vous allez retrouver l'identique sur le clavier métallo avec donc ces cartes mentales Voilà, ici. qui vont apparaître. Et donc, ça va permettre, parce que quand on parle d'un pluriel en enfant de CP, pour lui, c'est abstrait, hein. Donc, idem pour un pluriel d'un verbe, hein. Donc, en présentant des cartes mentales ou sur le Leximini ou sur le clavier métallo, on va leur permettre d'accéder à cette notion. Donc, par exemple, ici, carotte, s'il fait une, puis qu'il écrit carotte avec un S, quand il va venir vérifier soit ici une carotte ou une carotte dans le clavier métallo, il va voir son erreur, il va pouvoir se corriger si besoin. Donc, même si l'enfant ne corrige pas tout seul, au moins le fait qu'il ait ce temps de regard sur son travail, c'est quelque chose qui lui permet d'acquérir cette conscience orthographique. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré, alors ça, c'est toutes les activités qu'on fait quand on étudie un graphème au fur et à mesure de l'année. Maintenant, ici, vous avez une représentation de la lecture sur l'année. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré comment on travaille la lecture-compréhension sur les périodes 1 et 2. C'est l'enseignant qui lit le texte long et puis on pose les questions. À partir de la période 3, donc je vais vous montrer par le livre, à partir de la période 3, par exemple ici, la page de gauche, l'enfant lit toute la page de gauche et il a toujours sa page de droite pour lire des mots et des syllabes en contexte. Donc, vous voyez, par exemple, les syllabes, elles sont écrites de deux couleurs, mais on ne présente pas les syllabes isolées. C'est pareil, c'est une préconisation, mais on les présente toujours dans le contexte d'un mot. Il y a des petits jeux à faire en classe, retrouver un mot suivant la couleur, etc. Donc, à partir de la période 3, il lit tout ce qu'il y a dans le livre. Donc, c'est ce qui est marqué ici, texte long lu par l'élève. Et puis, en période 2 et 3, il y a aussi des activités complémentaires de compréhension. Je vous en donne une. Par exemple, on a un texte sur les pirates. Il y a une image dans le texte. Et dans cette activité-là, on leur donne 4 images séquentielles de l'histoire. Donc, ils doivent, dans un premier temps, les ordonner. Ils sont en petits groupes. Puis après, on leur donne une carte vierge de la même dimension. On leur dit dessiner un autre moment de l'histoire qui n'a pas été illustré encore. Donc, ils font leur dessin. Et après, avec les nouveaux dessins, les dessins qu'on a fait dans tous les groupes, ils doivent venir les placer au bon endroit sur la suite d'images séquentielles et ils doivent justifier, voilà, ce moment-là, nous on le range là parce que ça se passe à ce moment-là, donc on est toujours dans l'explication, l'argumentation, etc. Donc ça, par exemple, c'est une activité complémentaire de compréhension. Et puis, on a parlé de l'autonomie. Alors, au début de l'année, on travaille en groupe classe, mais très rapidement, dès la période 1, les enfants ont aussi des activités à faire en autonomie, mais toujours de la même manière, ils font leur activité et après, il y a un temps collectif pour discuter des réponses qu'ils ont apportées. Je vous donne un exemple. On travaille sur le documentaire du lapin. Il y a une liste d'aliments, de choses en tout cas, et on demande entoure celles que le lapin peut manger, celles qu'il mange.
tu barres celles qui ne mangent pas, et quand tu ne sais pas, tu ne fais rien. Parce qu'on a le droit de ne pas savoir. Et l'enfant fait son essai pour voir comme il a compris, et après, encore une fois, ben, on vient collectivement et on explique. Et il y a un cas intéressant dans cet exercice-là, c'est qu'il y a du bois, et l'enfant, on lit dans le texte que les lapins, en fait, ils sont obligés de ronger, parce que sinon leurs dents, elles pousseraient, et elles s'arrêteraient jamais de pousser. Donc il y a des enfants qui vont dire, ben oui, ils mangent du bois pour s'user les dents, puis il y en a qui vont dire, non, mais ils ne le mangent pas vraiment, parce qu'en fait, ils ne l'avalent pas. Donc il y a vraiment une discussion autour de ce sujet-là. Et l'important, j'ai envie de dire, c'est même pas de savoir s'ils le mangent ou pas, parce que je ne sais même pas si on le sait, mais c'est la façon dont les élèves vont justifier leur choix. C'est ça qui est très important. Donc, petit à petit, on va augmenter l'autonomie, et en période 4, l'élève, en fait, il commence plus avec le groupe. On lui fait lire un extrait du texte avant d'avoir lu le texte. Il a un extrait, il doit le lire tout seul, et il a un QCM derrière, un vrai ou faux, par exemple. Donc, il a un vrai ou faux avec 5 questions. Il répond à ces questions. Alors, le vrai ou faux, faut pas le prendre comme quelque chose de binaire. Vraiment, l'enfant doit pouvoir justifier sa réponse à chaque fois. Si j'ai mis oui, si j'ai mis vrai, je dois dire pourquoi. Si tu n'es pas capable de dire pourquoi, on ne prend pas en compte ta réponse. Le plus important, c'est la justification. Donc, il y a ce vrai ou faux, et ensuite, il y a ce temps toujours collectif pour discuter et débattre et argumenter. Et puis, en parallèle de tout ça, ben, il y a la partie droite du livre où on travaille les syllabes en contexte, les mots, les phrases et les textes courts. La technique. Voilà comment est utilisée, comment est vue la lecture. Ce qui fait que quand on étudie un graphème, voilà tous les domaines qu'on travaille systématiquement, dont lecture, le vocabulaire en contexte, la compréhension, le langage, discrimination auditive, visuelle, ça c'est systématique, l'entraînement au geste graphique, l'étude de la langue, l'encodage et les situations d'écriture, et puis la dictée. Donc voilà un petit peu comment c'est construit. Ici, vous avez la liste des préconisations dont on vous a parlé tout à l'heure. Qui sont issus soit de l'étude lire et écrire de l'IFE, soit du CSEN, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, soit du guide Orange, des travaux d'André Ouzoulias, etc. Et qui sont toutes appliquées dans la méthode. Ça, c'est l'évaluation qui a été faite par Patrice Gourdet. Donc, si vous voulez, l'étude IFE, il a repris le même protocole. Il l'a mené sur la cohorte métallo, donc les élèves qui ont suivi la méthode. Et il a repris le même protocole pour pouvoir comparer. Donc, on vous laisse voir les résultats. Et vous voyez, par exemple, tout en bas, comprendre le fonctionnement de la langue, eh bien, les élèves qui ont géré au moins une marque du pluriel quand on leur a dicté une phrase, sur l'étude IFE, il y a 17,6% des élèves qui le font. Nous, on a 51,6% des élèves. Parce que dès le départ, on leur dit, oui, tomate, ça peut s'écrire comme ça, mais ça peut s'écrire aussi avec un S. Donc, on voit vraiment que l'écriture, en fait, ça aide aussi à la lecture. Ouais. Avec ces résultats. Et la compréhension aussi au niveau du débat. Donc ça, oui, qui est vraiment intéressant. Et puis, dernier point, la différenciation. Donc, elle est omniprésente dans la méthode. Alors, déjà, on vous l'a dit, chaque fois qu'on fait écrire des enfants, la différenciation, elle devient naturelle parce que chacun écrit à son rythme. Dans le guide pédagogique, vous avez toujours le détail des séances. Chaque fois qu'il y a une différenciation possible, elle est indiquée dans le paragraphe. Et ce n'est pas forcément photocopier les documents, ça peut simplement être dire quelque chose à l'élève ou lui donner un indice, etc. Et c'est une différenciation par le haut et par le bas, extrêmement important. C'est-à-dire que même les élèves les plus forts, il y a une différenciation qui est prévue pour eux. Voilà, parce qu'on pense toujours aux élèves qui ont du mal, mais les élèves qui vont très bien, si vous avez prévu une activité qui doit durer 20 minutes, puis qu'ils vous la font en 2 minutes, ils peuvent vous démonter la classe derrière, vous le savez bien. Donc, eux aussi, on différencie par le haut et leur donner des choses à leur niveau. Et puis, il y a aussi le fichier de différenciation qui, lui, là, c'est des photocopies de documents Il y a une chose qu'on n'a pas précisée, la lecture en 2 couleurs, c'est que sur les 4 premières périodes. À la 5e, on revient en noir pour les habitués au CE1. Et s'il y a vraiment des élèves qui ont encore besoin, dans le fichier de différenciation, par exemple, on peut trouver le texte en 2 couleurs si ça peut leur apporter une aide. Donc voilà, et puis pour terminer, l'accompagnement. Donc nous, on accompagne les enseignants qui utilisent la méthode. Donc comment vous pouvez nous contacter par mail à contact@metallo.fr depuis notre site. On vous répond en général dans la journée. On a le groupe Facebook qu'on vous invite à aller rejoindre. C'est un groupe privé qui s'appelle Métallo, méthode de lecture et d'écriture CP, où là, ce sont les utilisateurs. Donc, vous pouvez demander votre avis
leur avis pardon, sur la méthode aux utilisateurs. Vous avez les tutos sur le site. Et puis, en début d'année, tout début septembre, on fait un webinaire pour la mise en place pour les enseignants qui prendraient la méthode pour la première fois puis qui se disent « Oh là là, je ne vois pas trop là, comment il faut faire ». On fait un webinaire questions-réponses. Vous venez, vous posez vos questions et on vous répond.